À quel point une relation interdite peut-elle aller avant que les conséquences ne deviennent irréparables? Aujourd'hui, dans Cas d'enquête criminelle réelle, nous explorons une affaire glaçante qui s'est déroulée dans la banlieue paisible de Metairie, en Louisiane. Un crime brutal a mis fin à la vie d'un jeune homme prometteur, laissant toute la communauté sous le choc et dévastée. Voici l'histoire de Brandon Thiod, un jeune homme dont la vie a été tragiquement écourtée par une relation illicite qui a dégénéré de manière fatale. Brandon vivait à Metairie, une banlieue de la Nouvelle-Orléans, réputée pour son calme et son apparente tranquillité. Il était en dernière année au lycée East Jefferson, où il excellait tant dans ses études qu'en atelier de mécanique automobile. Sa passion pour les voitures était immense. Il passait des heures à travailler sur des moteurs et rêvait d'ouvrir un jour son propre garage. Ses amis le voyaient souvent les mains couvertes de graisse, bricolant des voitures anciennes dans l'allée de sa maison. En plus de son amour pour les automobiles, Brandon était un jeune homme responsable et mûr pour son âge. Il vivait avec sa grand-mère, qui était devenue aveugle et dépendait de lui pour ses soins quotidiens. Malgré sa jeunesse, Brandon assumait cette responsabilité avec une dévotion admirable, jonglant entre ses études, son emploi à temps partiel et les soins prodigués à sa grand-mère. Dans sa vie personnelle, Brandon entretenait une relation avec Lee Gérard, une jeune fille de 18 ans avec qui il partageait des rêves d'avenir ensemble. Ils parlaient de se marier après l'obtention de leur diplôme et de fonder une famille. Brandon économisait même de l'argent pour emmener Lee dans des lieux spéciaux, comme le célèbre Café du Monde, où ils rêvaient ensemble de leur avenir tout en savourant un bon repas. Cependant, ce qui semblait être une relation parfaite et pleine de promesses cachait un sombre secret qui allait bouleverser la vie de chacun. Brandon entretenait une relation secrète avec la mère de Lee, Paulette Gérard. Paulette, une femme de 43 ans, réussie et séduisante, dirigeait une entreprise de marketing multiniveau appelée Beauty Bu. Bien qu'elle ait réussi sur le plan professionnel, sa relation avec sa fille Lee était compliquée et parfois compétitive, surtout en ce qui concernait l'attention des hommes. L'aventure entre Brandon et Paulette restait secrète, mais allait bientôt compliquer la vie du jeune homme de manière inattendue et dangereuse. La vie de Brandon, qui semblait être destinée à un avenir brillant, a pris un tournant tragique lorsque sa relation illicite avec Paulette a conduit à une fin violente. La communauté de Metairie, qui le connaissait comme un jeune homme aimable et responsable, a été secouée par cette tragédie, et sa famille a été dévastée par sa perte. Le matin du 12 août 2021, tout a commencé comme une journée tranquille à Metairie, mais bientôt, une série d'événements terrifiants allait changer à jamais la vie de ceux qui aimaient Brandon. Que s'est-il passé ce matin fatidique? Comment s'est déroulée la tragédie qui a mis fin à la vie de Brandon Thiod? Voici l'histoire d'un jeune homme dont la vie prometteuse a été arrachée par les conséquences d'une relation interdite, laissant derrière lui une communauté remplie de questions sans réponse. Que se passe-t-il lorsqu'un sombre secret devient un crime brutal? Dans cette histoire, nous explorons l'un des crimes les plus glaçants de Metairie, en Louisiane, qui a commencé comme une matinée paisible et s'est terminée en tragédie. Le 12 août 2021, la tranquillité de la banlieue de Metairie a été rompue par un crime brutal. La matinée a commencé avec un sentiment d'inquiétude. Mabel, la grand-mère aveugle de Brandon, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle dépendait de lui depuis des années, mais ce matin-là, elle ne l'entendit pas bouger dans la maison. Inquiète, Mabel parvint à appeler une voisine, Alice Dupré, une infirmière à la retraite, pour demander de l'aide. Alice, qui connaissait Brandon depuis son enfance, s'est précipitée vers la maison, sans imaginer la terrible scène qu'elle allait découvrir. En entrant dans la maison, Alice ressentit un frisson. Le salon était étrangement silencieux, et une odeur métallique imprégnait l'air. En suivant la trace de cette odeur jusqu'à la chambre de Brandon, Alice découvrit une scène indescriptible. Le corps sans vie de Brandon, entouré de sang. Il avait été brutalement poignardé, et ses yeux presque arrachés. Le couteau, encore couvert de sang, gisait près de son corps. Alice, paralysée par le choc, tremblait en composant le 911, décrivant avec difficulté la scène à l'opérateur. En quelques minutes, la police et les ambulanciers sont arrivés chez Brandon. Les lumières clignotantes et la foule de voisins rassemblés à l'extérieur créaient une atmosphère surréaliste. Les premiers à arriver furent le détective Michael Duval, un vétéran avec plus de 20 ans d'expérience, et la détective Renée Martinez. La scène qu'ils ont trouvée était épouvantable. Du sang éclaboussait les murs, le sol était recouvert d'un motif chaotique qui témoignait d'une violence extrême. Le couteau de cuisine utilisé dans l'attaque gisait près de Brandon. Le détective Duval, connu pour son approche directe, n'a pas tardé à reconnaître qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. La brutalité de l'attaque indiquait qu'il s'agissait d'un crime passionnel, quelque chose de profondément personnel. Martinez a commencé à documenter la scène, prenant des photos de chaque détail et recueillant soigneusement des preuves pour l'enquête médico-légale à venir. Le petit et paisible quartier de Metairie était devenu l'épicentre d'un crime brutal,
qui laissait tout le monde se demander ce qui avait conduit à une telle violence. Alors que la police commençait son enquête, les réponses semblaient encore lointaines, mais une chose était claire. Ce crime n'avait pas seulement volé la vie d'un jeune plein de promesses, il avait également révélé un sombre secret dans sa vie. Pendant que les détectives examinaient la scène du crime, ils remarquèrent des détails suggérant que l'attaque avait été rapide et surprenante. La maison, normalement un endroit plein de vie, était divisée entre le calme du salon, où Mabel, la grand-mère aveugle de Brandon, restait assise, et l'horreur déchaînée dans la chambre où reposait le corps de Brandon. Cette différence dans l'état des pièces suggérait que Brandon avait été pris par surprise, probablement dans sa routine matinale. La rapidité de l'attaque conduisait les premières hypothèses des détectives vers une agression inattendue et violente. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, les voisins, confus et inquiets, s'étaient rassemblés, murmurant entre eux pour tenter de comprendre ce qui s'était passé dans leur communauté si paisible. Le détective Michael Dubal, à la tête de l'enquête, savait qu'il devait agir rapidement. Il ordonna à ses officiers de faire le tour du quartier à la recherche de tout témoin potentiel ou d'indices qui pourraient éclaircir l'affaire. Dans un endroit aussi proche et uni que Metairie, où tout le monde se connaissait, toute observation pouvait être cruciale pour résoudre le crime. Le premier suspect sur la liste du détective Dubal fut Paulette Gérard, la mère de la petite amie de Brandon, Lee. Paulette, 43 ans, était une femme attirante et prospère, dirigeant une entreprise de marketing multiniveau appelée Beauty Bay, spécialisée dans les produits cosmétiques et de soins de la peau. Bien que certains dans la communauté murmuraient que son entreprise pouvait être une arnaque, Paulette restait ferme, profitant des récompenses et de la reconnaissance que lui apportait son succès. Cependant, derrière cette façade, Paulette avait une relation compliquée avec sa fille Lee, marquée par des tensions sous-jacentes, notamment la jalousie que Paulette éprouvait envers la jeunesse et la beauté de sa fille. Cette rivalité s'était exacerbée lorsque Paulette avait entamé une relation secrète avec Brandon, le petit ami de Lee. L'histoire d'amour illicite entre Paulette et Brandon, bien que soigneusement cachée, avait atteint un point critique. Paulette justifiait son aventure comme une manière de retrouver sa jeunesse, mais il était évident que cette relation s'était transformée en une obsession dangereuse. Malgré ses efforts pour garder son calme, Paulette montrait des signes de troubles visibles lors de l'interrogatoire. Son nervosisme transparaissait dans son regard, et bien qu'elle ait d'abord nié toute implication dans le meurtre de Brandon, son comportement changea rapidement lorsque les détectives la pressèrent sur sa relation avec lui. Finalement, Paulette éclata en sanglots et avoua leur liaison, tout en niant catégoriquement avoir quoi que ce soit à voir avec l'assassinat de Brandon, déclarant qu'il était son ange et jurant qu'elle ne lui aurait jamais fait de mal. Malgré ses remords apparents, le détective Dubal restait sceptique. L'obsession de Paulette pour Brandon, combinée à la jalousie et à la rivalité avec sa fille, faisait d'elle une suspecte principale. Cependant, l'affaire ne s'arrêtait pas là. L'enquête se poursuivait et un autre nom émergea comme suspect potentiel. Lee Gérard, la fille de Paulette et petite amie de la victime. Lee, âgée de 18 ans, était une jeune femme brillante et ambitieuse. Elle venait de terminer ses études secondaires en juin 2021 et se préparait avec enthousiasme à entrer à l'université à l'automne pour étudier la gestion des entreprises à l'université de la Nouvelle-Orléans. Bien qu'elle fût d'une nature bienveillante, Lee se retrouvait souvent éclipsée par la personnalité dominante de sa mère. Sa relation avec Brandon avait duré 2 ans, et selon ses proches et amis, ils étaient profondément amoureux. Ils avaient même parlé de se marier, ce qui rendait encore plus surprenante l'idée qu'elle puisse être liée à la mort de son petit ami. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les détectives ne pouvaient ignorer la dynamique familiale complexe et les secrets qui l'entouraient. La rivalité de Paulette avec sa fille, la relation clandestine avec Brandon et les comportements mystérieux des deux suspects pointaient vers une vérité encore plus sombre, que les détectives de Metairie étaient déterminés à découvrir. Après avoir terminé ses études secondaires, Lee Gérard avait de grands projets pour son avenir. Dans une ville du Sud conservatrice, où l'âge moyen pour se marier est de 18 ans, tant Lee que sa famille rêvaient d'une vie tranquille et pleine d'opportunités. Cependant, cet avenir s'effondra lorsqu'elle découvrit l'aventure de sa mère Paulette avec Brandon, son petit ami. La découverte de cette trahison laissa Lee dévastée. Elle se sentit profondément blessée, brisée intérieurement, mais en même temps emplie de colère envers sa mère et envers Brandon. Malgré sa douleur, Lee insista sur le fait qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Brandon. Lors de son interrogatoire, la jeune fille, émotionnellement épuisée, semblait plus vulnérable qu'elle ne l'était réellement. Habillée de manière décontractée, presque enfantine, Lee raconta comment elle avait découvert les messages textes sexuellement explicites entre sa mère et Brandon quelques jours avant le meurtre. Cette découverte avait déclenché une vive dispute entre la mère et la fille, mais Lee affirma que, malgré tout, elle aimait toujours Brandon et ne voulait pas le perdre. Cependant, lorsque les détectives commencèrent à s'intéresser de plus près à l'emploi du temps de Lee le soir du meurtre, son histoire devint de moins en moins cohérente.
Elle affirma avoir passé la nuit à une soirée pyjama chez son amie Taylor, mais elle ne put donner de détails précis sur cette soirée. Lorsqu'ils interrogèrent Taylor séparément, elle confirma que Lee était bien chez elle, mais révéla qu'elle était partie vers minuit, plusieurs heures avant l'heure estimée du décès de Brandon. L'interrogatoire de Lee devint tendu, et son attitude passa rapidement de la tristesse à la défensive. Bien qu'elle insistât sur son innocence, sa voix teintée de colère et le tremblement de ses mains éveillèrent les soupçons des détectives. Lorsque ceux-ci lui présentèrent les messages échangés entre Paulette et Brandon, Lee s'effondra en sanglots, pleurant de manière incontrôlable. Sa douleur semblait sincère, mais laissait aussi planer des questions. Pleurait-elle réellement la perte de Brandon, ou y avait-il une autre raison derrière ses larmes? Malgré ses apparences de sincérité, le détective Duvall ne pouvait pas ignorer les incohérences dans son alibi et l'intensité de ses émotions. Lee affirma qu'elle n'avait ni les moyens ni l'envie de commettre un meurtre, mais ses réponses nerveuses et son comportement instable laissaient les enquêteurs avec un sentiment d'incongruité. Le troisième suspect était Richard Gérard, le père de Lee et époux de Paulette. Richard, un avocat de 47 ans connu pour son expertise juridique, jouissait d'une grande respectabilité au sein de la communauté, mais sa vie familiale était loin d'être aussi idyllique qu'elle en avait l'air. Souvent absent en raison de son travail exigeant, Richard avait maintenu l'image d'une famille parfaite. Cependant, il n'était pas complètement aveugle aux tensions qui régnaient chez lui. Il soupçonnait depuis longtemps le comportement déplacé de sa femme envers d'autres hommes, mais avait choisi de fermer les yeux, espérant que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Lors de son interrogatoire, Richard semblait calme et contrôlé, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate, comme s'il se préparait pour un jour de tribunal. Bien que son apparence fût celle d'un homme maîtrisé, ses relations avec sa femme et sa fille étaient une source de tension constante. Pendant l'interrogatoire, les détectives commencèrent à explorer ses liens familiaux complexes et les tensions sous-jacentes qui auraient pu conduire à ce drame. Richard Gérard, le mari de Paulette et père de Lee, continua de défendre son innocence tout au long de l'interrogatoire. Il décrivit son mariage avec Paulette comme compliqué, mais insista sur le fait que leur relation était solide et qu'il maintenait une vie sexuelle régulière. Quant à sa relation avec Lee, bien qu'il admît qu'il n'était pas aussi proche qu'il l'aurait souhaité à cause de ses longues heures de travail, il soulignait qu'il n'y avait pas de conflit majeur au sein de leur foyer. Les détectives, cependant, se concentrèrent sur Brandon. Richard affirma qu'il appréciait le jeune homme et le considérait comme un bon parti pour sa fille. Cependant, lorsqu'il fut confronté à l'affaire entre Brandon et Paulette, son attitude changea radicalement. Il évita le contact visuel et sa mâchoire se crispa, visiblement mal à l'aise avec la situation. Il affirma n'avoir rien su de cette liaison jusqu'après la mort de Brandon et précisa que s'il avait été au courant, il aurait mis un terme à cette relation immédiatement. Les policiers pressèrent Richard sur son emploi du temps la nuit du meurtre. Il déclara qu'il avait travaillé tard dans son bureau, révisant un dossier pour un procès à venir, et fournit les noms de collègues qui pouvaient corroborer son alibi. Cependant, son ton défensif et sa réponse froide et distante laissèrent penser qu'il cachait quelque chose. Les détectives commencèrent à douter de la véracité de ses déclarations, se demandant si Richard ignorait réellement les actions de sa femme ou s'il tentait de protéger la réputation de sa famille. Par un après-midi étouffant d'août 2021, l'enquête prit un tournant inattendu. Un informateur anonyme contacta les détectives, affirmant détenir des informations cruciales sur Paulette Gérard, l'une des principales suspectes dans le meurtre de Brandon. Ce qui semblait initialement être une simple aventure extra-conjugale de Paulette se révéla bientôt beaucoup plus sombre. L'informateur laissait entendre que Paulette cachait un secret depuis des années. Sans perdre de temps, les détectives se rendirent au bureau de Paulette, un petit bâtiment à la périphérie de Metairie où elle dirigeait son entreprise de marketing multiniveau, Beauty Bay, depuis près d'une décennie. De l'extérieur, l'endroit semblait être une affaire ordinaire, mais en entrant, les détectives ressentirent une atmosphère inquiétante. Le lieu était rempli de produits de beauté, crème, lotion, maquillage, mais aucun employé n'était visible. La détective Martinez remarqua une porte fermée à clé à l'arrière du bureau. Après quelques efforts de persuasion, l'assistante de Paulette, une jeune femme nerveuse d'une vingtaine d'années, finit par remettre la clé à contre-cœur. Derrière cette porte, les détectives découvrirent le bureau privé de Paulette, et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur fut troublant. Les murs étaient tapissés de photographies, principalement de Brandon, dont la plupart étaient des images sexuellement explicites et inappropriées. Cette découverte confirma les pires craintes des détectives. Paulette n'avait pas seulement eu une liaison avec Brandon, son obsession pour lui avait atteint des niveaux dangereux. En fouillant davantage le bureau, les détectives découvrirent un hôtel improvisé, dédié à Brandon, dans un coin de la pièce. Cet hôtel était décoré de bougies, de babioles et de notes manuscrites, prouvant que l'obsession de Paulette pour lui allait bien au-delà d'une simple aventure. Mais ce n'était pas tout. Ils trouvèrent également une série de documents révélant la réalité sordide de son entreprise de marketing multiniveau, Beauty Bay.
Ce qui semblait être une entreprise légitime s'avéra être une arnaque exploitant des femmes vulnérables, en grande majorité des mères célibataires du Sud, que Paulette convainquait d'investir des sommes importantes dans des produits qu'elle ne parvenait jamais à vendre. Ces femmes, piégées dans le système de Paulette, étaient obligées de travailler jusqu'à 20 heures par jour pour rembourser leurs dettes, ruinant ainsi leur vie. La découverte des pratiques frauduleuses de Paulette ajoutait un nouveau motif au meurtre. Son monde s'effondrait, et la pression de maintenir sa façade, combinée à son amour obsessionnel pour Brandon, aurait pu être le catalyseur d'un crime aussi atroce. Le 21 août 2021, la police était enfin prête à intervenir. Après avoir rassemblé toutes les preuves, y compris les découvertes troublantes faites dans le bureau de Paulette, les détectives n'avaient plus de doute. Paulette Gérard était responsable du meurtre brutal de Brandon Thiol. Son obsession sexuelle pour le petit ami de sa fille et son désespoir à l'idée de protéger ses secrets l'avaient poussé à commettre l'impensable. La nuit du meurtre, Paulette avait confronté Brandon dans la cuisine de la maison de sa grand-mère, un lieu où il s'était retrouvé plusieurs fois pour leur rencontre sexuelle. Dévorée par la jalousie et la peur de perdre le contrôle, Paulette s'était emparée d'un couteau de cuisine et avait poignardé Brandon à plusieurs reprises lors d'une attaque brutale. Les blessures étaient profondes et le jeune homme en fut presque défiguré. Après le meurtre, Paulette tenta d'effacer ses traces, mais son obsession et ses crimes finirent par conduire les détectives directement vers elle. L'arrestation eut lieu aux premières heures du matin du 21 août. Les détectives se rendirent à la maison luxueuse de Paulette, située dans un quartier résidentiel calme, juste au moment où le soleil commençait à se lever. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, Paulette répondit, encore vêtue de son pyjama en soie, manifestement surprise par cette visite inattendue. Les détectives l'informèrent calmement qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre de Brandon. Sa réaction fut un mélange de choc et de défi. Bien qu'elle tentât de garder son calme, les détectives purent percevoir la panique dans ses yeux lorsqu'ils lui passèrent les menottes et l'emmenèrent dans la voiture de police. Les voisins, qui avaient toujours admiré Paulette pour son succès dans les affaires, observaient la scène avec incrédulité. Aucun d'eux ne connaissait la vérité qui se cachait derrière sa façade glamour. La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement dans la communauté et, au moment où la voiture de police s'éloigna, Paulette n'était plus l'entrepreneuse prospère qu'il connaissait, mais une femme piégée par ses propres secrets. Après son arrestation, Paulette Gérard fut mise en détention et placée en cellule. Lors de l'interrogatoire, elle ne cessa de clamer son innocence, mais les preuves contre elle étaient accablantes, convainquant la police qu'ils avaient arrêté la bonne personne. L'arrestation de Paulette apporta un certain soulagement à la famille de Brandon, qui avait vécu dans l'incertitude et la peur depuis sa mort. Cependant, l'affaire n'était pas encore terminée, mais avec Paulette sous garde, les détectives se sentaient plus près d'obtenir justice pour Brandon. Le procès pour le meurtre de Brandon Thiol débuta le 8 novembre 2021 au tribunal de la paroisse de Jefferson à Metairie, en Louisiane. La couverture médiatique fut considérable, les médias locaux comme The Times-Picayune relatant chaque détail du procès. La salle d'audience était remplie de spectateurs impatients de suivre le déroulement de l'affaire. Le procureur adjoint Marc Tremblay, un avocat chevronné reconnu pour sa ténacité au tribunal, dirigeait l'accusation. Dès le départ, Tremblay présenta une image accablante de Paulette, affirmant qu'elle avait assassiné Brandon dans un accès de rage après qu'il avait tenté de mettre fin à leur relation. Il utilisa les preuves physiques et les témoignages des enquêteurs pour appuyer son argumentation, tout en dévoilant également la fraude du système de marketing de Beauty Bay, par lequel Paulette exploitait des femmes vulnérables. La défense de Paulette fut assurée par l'avocat Charles Chuck Lemain, qui tenta de semer le doute dans l'esprit des jurés en suggérant que les preuves étaient circonstancielles et que quelqu'un d'autre, peut-être Lee Gérard, aurait pu commettre le crime. Lemain s'efforça également d'humaniser Paulette, la dépeignant comme une femme d'affaires prospère, victime d'attaques injustes de la part des médias et du parquet. L'impact émotionnel du procès sur la famille de Brandon était palpable. Sa grand-mère, qui l'avait élevé, assistait à chaque session, serrant une photo usée de son petit-fils contre elle. La petite amie de Brandon, Lee Gérard, s'asseyait à côté de son père, tous deux visiblement affectés par le déroulement du procès. La tension dans la salle d'audience monta d'un cran lors du témoignage du détective principal, qui détailla les horribles blessures de Brandon ainsi que les preuves reliant Paulette au crime. Après 2 semaines de témoignages, le jury délibéra pendant seulement 4 heures avant de revenir avec son verdict. Paulette Gérard fut déclarée coupable de meurtre au premier degré. La nouvelle fut accueillie par des cris de soulagement de la part de la famille de Brandon, tandis que Paulette resta stoïque, bien que son visage pâlit lorsqu'elle entendit le mot « coupable ». Le 1er décembre 2021, Paulette fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence était sévère, mais jugée adéquate pour un crime qui avait profondément choqué la communauté. Pour la famille de Brandon, la justice avait enfin été rendue. Le verdict dans l'affaire de Paulette Gérard apporta un sentiment de justice à la famille de Brandon,
bien que la douleur de l'avoir perdu ne s'efface jamais complètement. Le procès révéla également le côté sombre de Beauty Bay, menant à de nouvelles enquêtes sur les pratiques frauduleuses de l'entreprise. Bien que la sentence marqua la fin d'un chapitre, elle laissa la communauté réfléchir sur la tragédie et sur son impact durable. Après le procès, la vie à Metairie, en Louisiane, commença à reprendre son cours, mais le choc provoqué par le meurtre de Brandon Thiol continua de marquer la communauté. Le quartier, autrefois soudé, où chacun connaissait les affaires des autres, avait changé à jamais. La maison des Gérard, autrefois un lieu d'activité sociale et de réussite, était désormais silencieuse. La condamnation à perpétuité de Paulette Gérard laissa un vide difficile à combler au sein de sa famille. Son mari, Richard Rick Gérard, un avocat prospère, tentait de maintenir une apparence de normalité, mais le scandale et la perte pesaient lourdement sur lui. Bien qu'il ait continué à travailler, il se retira des cercles sociaux, évitant les regards curieux et les conversations murmurées qui le suivaient partout où il allait. Lee Gérard, la fille de Paulette, eut du mal à aller de l'avant. La révélation de la liaison de sa mère avec Brandon et le meurtre brutal détruisit son monde. Lee quitta Metairie peu après le procès, s'inscrivant dans une université hors de l'État pour fuir ses souvenirs douloureux. Bien qu'elle ait essayé de se concentrer sur ses études, le traumatisme n'était jamais loin de son esprit. Ses amis remarquèrent qu'elle était devenue plus réservée, n'étant plus la jeune fille brillante et ambitieuse qu'elle avait été autrefois. Les répercussions du procès touchèrent également profondément la communauté. Beauty Bay, l'entreprise de marketing multiniveau de Paulette, fut soumise à un examen rigoureux. Les enquêtes révélèrent l'ampleur des dégâts financiers et émotionnels causés par l'entreprise, ce qui conduisit à sa fermeture définitive. De nombreuses femmes qui avaient investi dans l'affaire se retrouvèrent endettées, leur vie bouleversée par cette escroquerie. Les médias locaux, comme WLTV, continuèrent de couvrir les répercussions du scandale, qui devint un avertissement sur les dangers des entreprises prédatrices. Cette affaire laissa une empreinte durable sur tous ceux qui y étaient impliqués. Elle fut un rappel tragique de la façon dont les vies peuvent être détruites en un instant, et comment les actions d'une seule personne peuvent avoir des répercussions sur toute une communauté. La communauté de Metairie fut profondément marquée par ce qui avait commencé comme un secret sombre et s'était terminé par une tragédie qui laissa tout le monde sous le choc. Les répercussions du meurtre de Brandon Thiol se firent sentir bien au-delà de sa famille et de ses amis proches, affectant toute la communauté. La maison familiale Gérard, autrefois symbole de réussite, est devenue silencieuse et désolée. Paulette Gérard, autrefois admirée pour son entreprise et son charisme, est restée dans les mémoires comme une tueuse obsédée dont le monde s'est effondré, emportant avec elle la vie d'un jeune homme à l'avenir prometteur. Beauty Bay a finalement été fermée à la suite d'enquêtes, et la vérité sur son fonctionnement a été révélée, révélant qu'il s'agissait d'une arnaque qui exploitait le désespoir de femmes en difficulté. Richard Gérard, qui a tenté de garder son sang-froid tout au long du procès et après la condamnation de son épouse, s'est progressivement retiré de la vie publique. Bien qu'il ait continué à travailler comme avocat, sa réputation a été ternie par les événements entourant sa famille. Les rumeurs et les chuchotements sur sa famille continuaient de le hanter. Lee Gérard a pris ses distances avec le passé et la communauté qu'il considérait autrefois comme son chez-soi. Même si elle a tenté de construire une nouvelle vie loin de Metairie, les cicatrices émotionnelles de la trahison de sa mère et de la mort violente de son petit ami ne guériront jamais complètement. Les amis qui l'ont connu avant ces événements se souviennent de la façon dont la tragédie l'a transformé d'une jeune femme dynamique en une personne plus réservée et marquée par la tristesse. L'affaire a également laissé une marque indélébile sur les forces de l'ordre qui ont travaillé sur l'enquête. Les détectives Dubal et Martinez, qui ont dirigé l'affaire, ont fait face à l'une des enquêtes les plus difficiles de leur carrière. Bien qu'ils aient obtenu justice pour Brandon, le souvenir de la scène du crime et la complexité émotionnelle de l'affaire sont restés longtemps gravés en eux. En conclusion, l'histoire de Brandon Thiol et les événements qui ont conduit à sa mort tragique sont devenus un avertissement sur les dangers d'un désir débridé et d'une obsession. La communauté de Metairie, même si elle commence lentement à guérir, n'oubliera jamais cette affaire qui a ébranlé ses fondations et laissé une profonde blessure dans sa mémoire collective. Intéressé par d'autres histoires vraies, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Qu'auriez-vous fait? Laissez-moi un commentaire et je le lirai. N'oubliez pas de profiter de la vie car il n'y en a qu'une.